Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission, Le Kiosque sur Zouk Télévision. Et voilà, nous allons soumettre à leur sagacité les thèmes qui nous ont été proposés par Manuela cette semaine pour analyse à nos chers chroniqueurs qui sont présents avec nous. Et donc, c'est moi de nouveau qui ai le plaisir de présenter cette émission. Donc, je vais tout d'abord demander à Guy Albert ou Fin Duhamel de ces nouvelles et puis comment va-t-il et surtout quelle est l'actualité de cette semaine pour lui. Comment ça va? J'espère que tout le monde va bien et que c'est toujours un plaisir qu'on se retrouve sur ce plateau de kiosque. L'actualité plutôt douce, en fait. Je crois que les choses se mettent. Et puis c'est un mois que j'aime beaucoup, c'est le mois de mai. Mais c'est surtout le mois aussi on va parler tout à l'heure, sur l'abolition, le mois des abolitions. J'étais quand même très ému sur ces 170 ans de l'indianité en Martinique. Et ça m'a beaucoup frappé. Ce bateau, Aurélie, je crois du nom, qui arrive le 6 mai 1853. Et pendant, en fait, 30 ans durant, on aura effectivement à avoir le débarquement de plus de 26 000 Indiens venus faire quoi, en fait? Venus remplacer des nègres dans des plantations. Venu justement dans cet après, esclavage, mais c'est toujours cet aspect colonial, c'est-à-dire que c'est bien pour pouvoir dissocier les choses que le 22 mai n'est pas la fin de la colonisation, mais bien la fin de l'esclavage et de la traite négrière. Et puis il va y avoir des Congos, etc. Et ça m'interroge beaucoup sur cette diversité culturelle de notre pays, ce qui crée une identité trouble, une identité turbulente, quelque chose d'assez conséquent, car on parle beaucoup, de l'abolition de la traite négrière, l'abolition de cet esclavage noir africain, mais on oublie tous ceux qui composent ce que nous sommes aujourd'hui, ce métissage dont nous sommes, puisque je crois que même moi aussi, j'ai un peu de sang indien, je pense que chacun d'entre nous avons ça de partager, et je ne cherche pas plus que ça la part d'Inde en moi, mais en quelque part, ça m'interroge. Quand je me dis que 170 ans après, des personnes qui étaient venues pour 5 ans, se sont retrouvées dans des grandes difficultés. Et je crois qu'il a fallu attendre, entre guillemets, 1946, pour qu'il y ait une départementalisation avec une loi d'assimilation. Et je ne suis pas certain que quand nous parlons des réparations, qu'on doit exclusivement parler de la réparation des peuples afro-descendants, mais de la réparation du Martiniquais. Nous sommes aujourd'hui un peuple martiniquais dans le monde, un peuple martiniquais qui a envie de voyager, on parlera tout à l'heure également des billets d'avion, un peuple martiniquais qui n'est pas du tout fermé sur lui-même, un peuple martiniquais dans le monde, sur la planète et qui entend s'exprimer comme cela. Mais je suis depuis quelque temps dans cette pensée que tout ce qui nous constitue, toute notre part de martiniquais, c'est aussi une part de cette Inde, des comptoirs de Pondichéry notamment, et qui ont vu venir leurs enfants. Et ça nous a laissé de belles choses, dont le Colombo, le Madras, mais pas que la culture. Ça nous a laissé aussi en nous-mêmes une vraie réalité que la vie peut exister dans la multiplicité des cultures. Eh bien, excellente introduction, merci beaucoup pour tes propos. J'ai envie d'ajouter que, on en parlait avec Philippe un jour, le laboratoire humain que constitue la Martinique est riche de tellement de diversité, de tellement de multitudes d'individualités et aussi de manière juste à poser de culture et puis d'ethnie, etc., que on a le monde à notre portée dans la mesure où nous sommes presque le tout monde, comme disait le grand penseur. C'était Michel ce que je pensais. Michel Branchy, rédacteur en chef du journal Justice et communiste et fier de l'être. Oui, alors, actualité. Eh bien justement, alors, j'ai plusieurs actualités, mais enfin, j'en choisis une. Le mois de mai, c'est le mois des commémorations. Et en particulier, je ne peux pas oublier que le 8 mai 1920, un certain nombre d'intellectuels, pas seulement des intellectuels d'ailleurs, mais sous la direction d'un professeur de philosophie audacieux et contestataire qui s'appelait Jules Monroe, philosophe, historien, avocat et maître en marxisme aussi, un marxisme non dogmatique d'ailleurs,
il a créé le journal Justice parce que il a appelé organe des intérêts du peuple. Il aurait pu l'appeler organe de défense de la classe ouvrière. Il a appelé organe de défense des intérêts du peuple. Et son éditorial, c'est qu'il voulait l'assimilation. Alors, il est certain que si on publie cet éditorial aujourd'hui, il va se faire fusiller par tout ce que la Martinique compte. Bref, je préfère ne pas les nommer. Bon. Mais en réalité, le combat de Jules Monod et de son compagnon, c'était le combat de l'égalité des droits. C'est-à-dire le combat, et dans son éditorial, contre l'arbitraire colonial, contre la puissance, le pouvoir tout puissant gouvernatorial. Hein. Et puis aussi, il y avait, parce que les premiers communistes étaient extrêmement anticléricaux, hein, contre le pouvoir de l'évêché, avec un E majuscule, l'évêché. Parce que il y avait une collusion, oui. une collusion entre l'Église avec un ce qu'on appelait à l'époque le conseil privé, c'est-à-dire la plantocratie, le gouverneur et le monseigneur. Alors, sur la plume acérée de Monod, j'ai relu cet éditorial. Tu l'as dans le journal là? Non, alors je l'ai cité dans mon édito, mais on va le republier. Mais il mérite une lecture distanciée. Absolument. Et pédagogique. Et pédagogique. Parce qu'il ne faut pas juger des faits passés avec l'acquis historique d'aujourd'hui. Tu comprends? Bon, non, mais il y a beaucoup de gens qui font ça, qui vont faire une lecture littérale en disant, voilà, bon, ben, j'ai eu un débat d'ailleurs avec une sociologue extrêmement virulente qui a dit que si la Martinique en est là, c'est à cause des communistes, que les communistes sont des assimilationnistes. Non, mais c'est un raccourci parce qu'on sait effectivement que l'histoire, c'est une reconstruction objective, incomplète et problématisée du passé. Et quand on parle de problématisation, on parle de contextualisation, ouais. Et la lecture doit être bien évidemment diachronique. Ah ben bien sûr. Bon, à l'époque, à Martinique, c'était un grand champ de canne. Il y avait 40 000 ouvriers agricoles. Par conséquent, bon, je ne vais pas refaire l'histoire, mais c'était un combat essentiellement pour la dignité de l'homme. Alors, ce combat n'a pas changé, mais il se formulait différemment. Les termes du combat n'étaient pas les mêmes. Voilà. Bon, autrement dit, c'est bien sûr... Mais c'est ça, être marxiste. C'est-à-dire contre des conditions historiques. Tout à fait. Mais bien sûr. C'est le matérialisme dialectique et le matérialisme historique. Très bien, très bien. Tu comprends? En tout cas, on attend avec impatience cet éditorial. J'aurais bien aimé le lire, effectivement. Oui, je vais faire un papier là, sur la... Parce qu'il ne faut pas oublier que Monod a créé les cahiers d'histoire de la Martinique. C'est la première tentative d'écrire l'histoire de la Martinique. Et c'est ce qui a inspiré d'ailleurs après Armand Nicolas. Armand Nicolas, oui. En tout cas, on peut mesurer les écarts. Maître Philippe Saint-Cyr, il va me regarder. Comment vas-tu? Bienvenue, merci d'être là. Et je vais te poser la question consacrée maintenant, ton actualité de la semaine, s'il te plaît, avec un grand sourire. Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes les téléspectatrices et téléspectateurs, à nos chroniqueurs, à notre chroniqueuse en particulier. Mon actualité, 1881. J'étais pas née. Moi non plus. 1947. Toujours pas née. 1971. Toujours pas née. Je continue. 1977. Ah. Oui. Ouais, ça.
Ça y était. Bon. Ça y est. 1982. Et puis, il y a Ouais, je vois. 2-3 jours, mardi, à 15h30. 9 mai, actualité très importante, Charles lèvera le voile de cette actualité. C'est la première chose. Voilà. Ça sera à toi. Bon, alors mon actualité, il y a deux éléments. Le 10 mai, j'ai été furieux d'assister à cette cérémonie parce qu'elle signifie beaucoup de choses. Ah, si. Ah, je m'explique. Effectivement, le 10 mai, l'année dernière, le président de la République était présent, d'accord? Bien. Cette année, il n'est pas présent, le Premier ministre. Mais ces gens-là sont muets. Ils ne disent rien. Le 10 mai, c'était La commémoration, si tu Oui, veux, faut le dire. la commémoration nationale de l'abolition de l'esclavage, hein, puisque nous avons chacun. Mais attention, il faut voir bien la signification que cela représente par rapport aux différents territoires. Monsieur le président Macron est allé au fort de Joux rendre hommage, bien sûr, à ce héros national. Bien sûr, c'est un grand homme, vraiment. Pour lequel on ne peut avoir que d'admiration, tout ça en ouverture. Eh bien, j'ai suivi les propos de Lurel, Victorin Lurel, sénateur de la Guadeloupe. Et je partage totalement son avis. Parce que l'abolition, on va y revenir très certainement, il y a celui qui a aboli. Mais on n'abolit pas comme ça, ok? Pourquoi a-t-on aboli? Parce que bien sûr qu'il y avait des esclaves. Et parce que les esclaves souffraient. Et parce qu'ils luttaient. Et parce qu'ils se battaient. Alors, donner autant d'importance à ce décret, à Victor Schœlcher, qui est un abolitionniste, je ne lui conteste absolument pas. Mais ne pas traiter de la même façon nos aïeux qui se sont battus pour arriver à ce résultat, je trouve qu'il y a quelque chose de décevant, je vous le dis franchement, et ce personnage continue dans cette direction. Nous continuons à être l'objet de ce mépris. Je sais que Guy Albert n'aime pas beaucoup que Jean Poissonneau vis-à-vis du gouvernement, mais pour moi, c'est plus fort que moi. Bien, alors ça c'est ma deuxième actualité. La troisième, alors, j'étais scotché, moi, j'ai regardé le couronnement du roi Charles. Mais oui, excusez-moi, je ne suis pas un monarchiste, bien sûr, mais enfin, que l'Angleterre le soit. Alors j'étais scotché parce que, je ne sais pas si vous l'avez regardé, moi je l'ai regardé de bout en bout. Vous avez vraiment une adhésion de la population à cette monarchie, mais profonde, hein, c'est quelque chose de fantastique. Alors, la première question que je me suis posée, j'ai dit, il faut autant d'argent dans ce truc-là, et quand même. Eh bien oui, mais ils sont pas fous, les Anglais. La monarchie, c'est un produit touristique. C'est l'État qui paie les frais de couronnement, 114 millions. Mais, ça rapporte combien? 1,5 milliard, ok? Or, et ce qui m'a frappé, je terminerai par là, c'est que j'ai entendu effectivement ces gens du Royaume-Uni, ces citoyens, parler du roi. C'est sujet. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas tellement l'habitude, tu vois, dans un républicain, bien sûr. C'est vrai. Mais en fait, c'est une monarchie constitutionnelle. Absolument. Hein, bon, d'accord, bien. C'est pour ça que, oui, mais c'est ça. Et ce qui m'a frappé, c'est que ces Anglais, ces Britanniques, ils ont vraiment presque la certitude que le roi a du pouvoir. J'entendais des gens dire, mais il fera telle chose, il fera telle chose. Et je pense qu'il y a une confusion. Alors pour terminer, je dirais quand même que à mon niveau, je trouve que c'est un peu cucu. Hein, parce que lorsque vous voyez le roi qui essaie de tenir la couronne sur sa tête,
la reine consort, n'est-ce pas, qui a le même geste et que la couronne risque de tomber. Bon, ça fait un peu cirque. Je ne suis pas Bachelot, mais j'ai beaucoup aimé sa chronique quand elle commentait ce carnaval-là, ses costumes, et puis... Mais au moins, il y avait une fonction, la princesse, comment elle s'appelle, la sœur de Charles, là, qui avait une sorte de plume. Ah oui, uniforme. Mais il semble-t-il que ça cachait la présence du prince Harry. Ça avait une fonction... Ça cachait là. Il était juste derrière, donc la plume Le cachait... prince Harry. D'accord. Bon, c'était sinon, calculé. c'est assez carnavalesque quand même. Bon, ok. Absolument. Et on ne va pas parler du coup des diamants qui Non, on sont fera sur pas. ces Alors, diadèmes, le plus gros diamant, N'est-ce- Afrique du Sud. qui le réclament. Oui, qui le réclame. L'auront-ils? C'est l'Afrique du Sud, oui. Oui, Afrique du Sud, oui, tout à C'est fait. l'Afrique du Sud qui Ouais, le, absolument. en tout cas réclame ce diamant qu'il y a sur le diadème du coup de voilà. Bref. Bonsoir. Voilà, Béatrice, je t'ai pas présenté, première secrétaire Bonsoir, fédérale de la chers Fédération socialiste chroniqueurs. martiniquaise. Bébé Voilà. de Bébé. maintenant, Bébé. dans Non, tous pas les- pour les intimes, mais pour tout le monde. Pour tout le monde, voilà, c'est bébé. Donc au supermarché, c'est bébé. Dans les rayons de magasins de bricolage où je me rends souvent en ce moment, c'est bébé, mais c'est avec toujours beaucoup de. Tu devrais remercier ton d'amitié. papy. Bon, merci papy. Alors justement, je vais commencer par iFoot. toi. Alors là, j'ai cherché Voilà. mon truc. Hein. Mon actualité, alors bonsoir à nos téléspectatrices et téléspectateurs, bonsoir aux chroniqueurs. Merci encore une fois, je le dis à chaque fois, mais je le pense vraiment de nous accueillir chez vous pendant cette presque heure et demie. Mon actualité, Charles, eh ben, ce sont des souvenirs. J'ai fouillé un peu, je suis partie chez mes parents, et puis j'ai passé les albums et je suis tombée sur une photo qui va montrer, qui a plus de 20 ans, et qui va montrer aux uns et aux autres à quel point ça fait longtemps que je connais Papy, puisqu'il est là à gauche. Alors, faut le reconnaître, là, il était jeune, fringant. Ah oui, je le vois, avec la veste en rayure. Hein, voilà. Oui, 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 oui. Avec oui. la veste à rayures. Là où sorti ça. Ah. Il y a un Eh ben, autre- ça, c'est un article du France Antilles. Parce que j'avais, par le biais de l'association que je présidais du 3e cycle de l'université, sur le DESS, gestion des entreprises et des Oui, collectivités madame. et tout ça, organisé une manifestation pour valoriser les parcours des étudiants du cycle. Et du coup, on avait fait une photo de groupe. Et évidemment, le président de l'université de droit était présent. Non, mais j'étais à titre de président ou à titre de doyen. Enfin, Doyen. Doyen Doyen de la faculté, pardon. Voilà. Eh ben, ça, Donc ça date c'était émouvant, de mais plus non. d'une vingtaine d'années. Il y avait beaucoup de monde et puis des gens très, très... Voilà, on était bien habillés, tout ça. À on l'époque, s'était mis, oui, je hein. m'habillais bien. Non, mais nous aussi, moi aussi. hein, J'ai pas dit... Ah oui, oui, Attends, ta robe On de était soirée. ah ouais, mais on était en robe de- Non, mais c'était une soirée gala. hein. Ah, c'était une soirée gala, Oui, d'accord. à cette Une soirée occasion, gala. on avait invité à l'école hôtelière à Schellcher. Ah, non, On c'est avait fait l'école. une manifestation et on avait invité, d'ailleurs, je remercie, il y avait eu Contact Entreprise à l'époque de Laurent Eginer qui nous avait Tout à fait. donné un sacré coup de main parce que financièrement, on n'avait pas beaucoup de moyens. Le maire de la ville de Schellcher, qui d'ailleurs m'a recruté quelques années plus tard. Il y avait OpenSoft avec Eddy aussi, qui nous avait laissé son imprimante à disposition pour qu'on fasse les invitations, qu'on avait fait sur un beau papier et tout ça. Rappelle la date, Et c'était ça devait être... 90 non, 95? non, ah non, je suis plus jeune que ça. Non, c'était 99-2000. D'accord. Ah ouais? Ouais, ouais. Ah ouais, c'est ça, oui. Voilà. Ça doit être le seul gars là, avant que j'ai pas eu droit à ça. Toi, oui, mais fallait l'organiser, mon cher. Moi, voilà, nous avons pris la présidence. Non, mais ok. Nous, femmes, nous avons pris la présidence de l'association qui s'appelait l'ADESCA, de mémoire. à Et fait. nous avons organisé, c'est vrai, l'une des premières soirées gala. Même Michel Brochki n'a pas impulsé ça. Et à cette occasion, mais c'est pour dire aussi qu'on était... Personne n'a impulsé ça. Aujourd'hui, il y a des salons pour un certain nombre d'étudiants et tout ça, mais nous essayions à l'époque de provoquer la rencontre avec le monde économique et les collectivités. Et ça marchait? Et ça marchait. Et à cette occasion, du coup, on avait invité quasiment tous les maires, les directeurs généraux des services, des collectivités, les directeurs des grandes C'est quelle année tu dis entreprises. 2000, vers Oui, 2000, c'est 99, 2000. oui, c'est bien ça.
les DRH des grandes entreprises, de la CCIM, comment on appelle ça, les chambres, enfin toutes les chambres consulaires. Et c'est vrai que du coup, un certain nombre d'ailleurs avaient été recrutés. À l'époque, par exemple, il y avait la RDTM encore, je crois. Tout à fait, oui, absolument. Et vu qu'il y en a certains qui faisaient plutôt une spécialité tourisme, il y avait des étudiants qui avaient été recrutés. Il y avait une option tourisme, oui. Alors, autre chose dans mon actualité, donc merci pour ces souvenirs. Merci bébé. Et alors, plusieurs choses. Ce mois de mai, évidemment, des abolitions me touchent. Alors, je regarde assez tardivement, il faut le dire. Du coup, je dors pas beaucoup en ce moment parce qu'il y a quand même plein de beaux documentaires qui parlent de tout. Et moi, il y en a un qui m'a particulièrement touchée. Je vous en parle, je suis émue. C'est un reportage qui s'appelle « Les instruments de l'espoir », qui est en fait un reportage concert. Et c'est cette... alors, oui, c'est un concert et c'est cette réunion des cas guadeloupéens avec Rosan Monza, que je salue, qui est un Guadeloupéen, qui joue du cas, qui connaît aussi l'histoire du cas et qui a une culture, une érudition sur la culture guadeloupéenne assez importante, une référence en Guadeloupe, qui a fait un concert notamment à New York avec les violons de la Shoah, qui sont en fait, c'est l'histoire de ces instruments qui après donc l'Holocauste ont été récupérés. Il y a eu vraiment une dynamique de récupération d'un certain nombre d'instruments par un musicien qui les a fait rénover et qui aujourd'hui du coup les met sur des scènes, dont cette scène new-yorkaise, pour jouer, pour dire voilà l'espoir par la musique. Et en fait, il y avait donc ce concert entre les violons de la Shoah et le cas guadeloupéen, avec un conteur et tout ça. Et je vous assure, regardez ce reportage, ça s'appelle donc Les instruments de l'espoir. Il est passé sur Martinique la première. Je peux vous dire que je n'ai pas versé qu'une larme. C'était magique. Voilà. Ça, en fait, vous êtes emporté par ces voix, et puis après par ces instruments, par la magie du mélange qui est fait, qui n'est pas en concurrence, parce qu'on parle souvent de la concurrence des mémoires, qui n'est pas en concurrence, mais qui est en cohérence et qui rappelle que non, il ne faut pas laisser les gens oublier le pire de ce qu'a pu être l'humanité, voilà, ou la déshumanité. Voilà, donc et ils en parlent également. Et donc, ce que je veux dire par là aujourd'hui à nos compatriotes, c'est non. Nous n'allons pas oublier cette histoire de l'esclavage. Il ne faut pas l'oublier. Pas parce que il ne faut pas qu'elle nous prenne et qu'elle nous fasse reculer, qu'elle nous maintienne dans des états particuliers. Mais par contre, il faut que nous la répétions, que nous la disions, que nous la connaissions, pour que jamais plus ce genre de choses n'arrive, même si on sait que c'est encore le cas dans certains endroits et que la mise en esclavage d'êtres humains est encore très contemporaine. On a le cas en Libye. Dernier petit point qui fait un peu polémique en ce moment sur les réseaux, les réseaux ne sont pas la société martiniquaise, mais je tiens quand même à le dire. C'est une initiative d'une association qui a décidé de codifier le zouk. Alors, ils appellent ça du codizouk. Alors, leur idée, c'est de dire, bon, en Martinique comme ailleurs, en France, partout, on trouve des cours de salsa, des cours de kizomba, des cours de tout ça, et étrangement, 0 cours de zouk. Personne, en fait, tout le monde nous pique nos musiques, Ayakamura nous pique nos musiques, enfin, il y a plein d'artistes au final, et même les artistes de Kizomba, qui sont, c'est un mélange, les Angolais qui font la Kizomba vous le disent, hein, leur référence, c'est Kassav. Bon, donc, ils nous piquent, c'est de façon très légère que je dis ça, et eux développent quelque part une sorte de culture, enfin un marketing culturel sur un produit, et nous non. Et donc ces artistes disent, bon écoutez, les façons de danser, le collet serré, le carreau, la chaise et tout ça, on peut peut-être donner pour chaque pas des noms, et du coup formaliser un peu plus l'apprentissage de cette danse, qui est une danse,
que l'on danse comme on veut quand on sait la danser. Nous, on va la danser comme on a envie. Mais enfin, on veut donner la possibilité à des gens de monter des écoles de zouk, d'apprendre le zouk et du coup aussi de jouer du zouk parce que je crois qu'il faut que nous nous insurgions sur ce qu'en Martinique aujourd'hui, par exemple, dans les soirées, on joue du zouk pour faire partir les gens. Bon, je trouve ça inadmissible, oui. On joue du zouk à la fin des soirées. Pas les soirées où vous allez, papy. Les soirées plus jeunes. Ils jouent du zouk. J'ai compris. Voilà. D'accord. Voilà. Donc voilà pour Moi, je m'intéresse à la musique Oui, et pas au blogodo. Eh ben tu vois. Bon, et toi, donc dans le non, zouk, mais- et le zouk c'est quoi? C'est du blocoto ou pas? Non, au contraire. Voilà. Et ben tu Bien vois au le contraire. problème c'est que dans beaucoup de soirées aujourd'hui, les gens boivent, sont assis, les soirées alors les très jeunes n'en parlons même pas, mais même dans ma génération, je vois des gens qui sont dans des soirées maintenant, c'est le concours avant c'était le concours du pas de danse. Là où t'es qui était ça danser. Ah, seulement, tout le monde était là. J'espère qu'il va m'inviter. Maintenant, c'est à celui qui a le plus de bouteilles sur la table. Bon. Voilà. Bref. En tout cas, tout ça pour dire que les mémoires sont vivantes, notre actualité est vivante et ce mois de mai est chargé en manifestations et j'invite les Martiniquaises et les Martiniquais à assister au plus de manifestations possibles parce qu'elles sont toutes très intéressantes et enrichissantes. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, Merci à toi. Je vais sortir de mon devoir de réserve par rapport à ma posture de présentateur pour compléter de manière très amicale et empathique les propos de Philippe Saint-Cyr tout à l'heure. Effectivement, il y a une petite actualité qui nous concerne à tous les deux et il s'agit donc de la signature d'un accord cadre entre l'Institut martiniquais de formation professionnelle des adultes, dont je suis président, et le Conservatoire national des arts et métiers, dont Philippe Saint-Cyr est président. Alors, que s'est-il passé? Eh bien, voilà, non, mais on est très content. Alors, on peut, en guise de propos liminaire, dire que ça ne s'est jamais fait par ailleurs. Donc, ce sont deux institutions qui mettent ensemble leurs compétences. Et que s'est-il donc passé mardi? Eh bien, nous avons signé un accord cadre qui nous permet de créer un cursus professionnalisant avec des stagiaires de l'IMFPA qui arrivent à l'IMFPA avec un niveau 3e, un niveau BEP, et qui donc suivent des filières chez nous de manière à avoir une certification, enfin un diplôme reconnu par l'État. Et puis ensuite, les formateurs de l'IMFPA, les cadres et l'équipe dirigeante, et puis bien sûr le directeur de la pédagogie, M. Priam, ils ont travaillé avec les équipes du CNAM en sorte d'ingénierie pédagogique pour permettre en fait que les professionnels, enfin les nouveaux professionnels titulaires donc de leur certification IMFPA puissent poursuivre au niveau du CNAM des études qui sont également à dimension professionnelle, mais avec des grades universitaires bien plus avancés. On parle de licence et même de diplôme d'ingénieur et de doctorat. Et donc là, ça a été la possibilité d'imaginer des briques de formation pour que l'esprit, j'ai envie de dire, de la rigueur d'apprentissage et de professionnalisation puissent acquérir des outils conceptuels, des outils intellectuels, des outils d'abstraction qui, au bout d'un certain nombre d'heures, leur permettent de suivre donc les unités de valeur proposées par le CNAM. Donc on est vraiment très content. Alors on ne va peut-être pas tout dévoiler maintenant, mais je vais laisser Philippe compléter. Et donc ça a été le déploiement d'une ingénierie, j'ai envie de dire, d'accord et de complétude des deux formations de manière à ce qu'il y ait possibilité qu'on suture ces deux formations pour que ce soit le plus souple possible et que nos stagiaires qui le veuillent puissent continuer au CNAM à avoir des diplômes de niveau supérieur, de niveau
licence, master et moi même voire doctorat. Donc Philippe, si tu veux bien poursuivre, en n'oubliant pas de préciser quelles étaient les dates, puisque c'est une date qui compte pour nous, 9 mai 2023, et le directeur général de l'IMFP avait dit que partout où Philippe passe, eh bien, il y a une université qui est créée. Bon, voilà. Une contribution modeste. Oui, pourquoi j'ai repris les dates? Parce que je considère que cet accord qui a été signé entre nos deux organismes est un accord extrêmement important. C'est le premier pilier fondamental de l'université martiniquaise de formation professionnelle. C'est une innovation que nous mettons en place là. Et on est dans la voie de la présidence de la République, me semble-t-il, parce que c'est valoriser, n'est-ce pas, les lycées professionnels. Et on est dans cet axe-là, parce qu'il faut valoriser ces formations qui, pendant très longtemps, n'ont pas été valorisées. Il faut les valoriser et faire apparaître, n'est-ce pas, cette jeunesse qui est la nôtre, et on veut qu'elle reste sur place, on veut qu'elle participe au développement, cette jeunesse, de pouvoir, sur place, accéder au plus haut niveau. Et nous allons poursuivre le travail, puisque d'ores et déjà, nous avons une réunion de travail avec notre ami Guy Albert, n'est-ce pas? Absolument, et on aboutira aussi à quelque chose aussi de beaucoup plus grand. Mais oui. Dans la continuité de vos travaux. Mais absolument. Mais tu vois, et là, il y a un élan qui va se mettre. Absolument. Et moi, j'avais sollicité récemment, je le fais encore, pour donner cet espoir à ces jeunes qui rentrent au niveau de ces formations, la possibilité simplement d'aller plus haut et même très loin. Et je vais en reprendre contact parce que je crois que là, ça risque de créer un élan, un dynamisme emballant. Alors que je reprenne, les dates 1881, c'est l'école préparatoire de droit avec nos avocats et magistrats. 1946-1947, c'est la création de l'Institut Henri Visios, ancêtre de la faculté de droit et d'économie. D'accord. 1971, c'est la création du centre universitaire Antilles-Guyane. 1977, c'est la création du CNAM Martinique sur les Antilles-Guyane à l'époque, à la Martinique. C'est 1960. Et 1982, c'est la création de l'université des Antilles et de la Guyane. Et le 9 mai, n'est-ce pas, 2003, c'est la mise en place des structures de l'université martiniquaise de formation professionnelle. Et là, je suis heureux, c'est à mon âge, n'est-ce pas, il est temps que je prenne une retraite définitive et change vraiment. Et vous savez que c'est en discutant entre nous que c'est né, hein, je tiens à le signaler. J'ai toujours dit que le kiosque était un véritable laboratoire. C'était pas une présentation de mode, c'était pas de simples commentaires, mais on allait au fond des choses, on présentait des dossiers. Alors oui, je suis heureux, Charles, merci. Mais c'est moi qui te remercie. Rencontrer et nous irons beaucoup plus loin. C'est moi qui te remercie. Guy Albert, vous voulez dire quelque chose? Oui, vas-y Guy Albert. Non, je suis très 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 touché par ça parce que je vois que c'est vrai que ça me touche particulièrement parce que tu as rappelé des dates qui sont très emblématiques. Voir aujourd'hui le CNAM que j'ai connu à l'époque qui s'appelait la MAFOX, c'est pas un truc comme ça? Oui, absolument. C'était la MAFOX. Absolument, tu as bien raison. Et puis j'ai vu créer l'ITC, ces fameux instituts pour la construction, etc. Et aujourd'hui, arriver à donner cette chance, mais c'est ça, c'est ce qui à des personnes qui sortent de parcours, on était forcément dans un échec scolaire. Et puis le mot qui est employé est à dessein, qui est le mot université, alors qu'on parle d'école de la deuxième chance. Vous osez dire que vous ne créez pas une école de la troisième chance, mais vous osez dire aujourd'hui on fait l'ouverture universelle et qu'aujourd'hui que les métiers sont des métiers qui sont accessibles à tous dès lors qu'il y a de la volonté, de la motivation. Tout à fait. Et je suis quand même très ému de voir qu'effectivement dans une émission comme ça, qu'on arrive à faire sortir de vrais projets d'ingénierie sociale, parce que c'est de l'ingénierie sociale, et pouvoir dire aujourd'hui que des Martiniquais, dès demain, pourront y accéder. Et tu peux compter en tout cas sur moi, notamment sur les enseignements, mais aussi pour pouvoir introduire des belles actions, notamment en ce qui concerne la cancérologie. Très bien.
En tout cas, pour compléter et finir le propos, puisqu'on a quand même fait une demi-heure d'introduction, avec la validation des acquis d'expérience, les professionnels de la Martinique pourront se rapprocher de notre université martiniquaise, de la formation professionnelle, de manière à mettre le pied à l'étrier, puisque d'ores et déjà, on peut dire qu'il y a 6 ou 7 filières qui, sept actions de formation déjà prévues. filières qui sont déjà en train d'être proposées. Vous pouvez les citer rapidement? Non, je ne les ai pas parce qu'elles sont en train d'être finalisées. Les conventions sont en préparation. Voilà. Et la procédure est lancée de financement au niveau des fonds européens. Des fonds européens. Et nous sommes politiques, là, nous avons mis en œuvre, effectivement, la prochaine fois, on fera une présentation des formations qui sont actuellement... En tout cas, félicitations. Merci beaucoup. Merci bébé. Merci. Voilà. D'autant que, je le dis pour en avoir un de 19 ans à la maison, mais il y a de plus en plus de jeunes qui veulent rester en Martinique. Absolument. Mais voilà. Absolument. Voilà. C'est une opportunité. Donc c'est une opportunité, Oui. une opportunité supplémentaire. Bon. Vous êtes là, c'est the right moment. Voilà, c'est comme tu aimes le dire, un alignement des planètes. Voilà. Voilà. Très bien. Ben écoutez, sur cette introduction un petit peu longue, parce que l'actualité de tous le méritait, nous allons attaquer le vif du sujet et puis les thèmes proposés par Manuela. Donc le premier thème, c'est la 23e édition, le convoi Bas Réparation, qui a pour thématique réparation ces fonds d'Aslapé, qui a débuté ce 7 mai, qui se terminera le 22 mai. Donc les militants et puis tout le monde, tous ceux qui le veulent, participent à une sorte de commémoration, un pèlerinage à travers la Martinique qui s'achève dans le nord, vers le Prêcheur, et avec la possibilité donc de rendre hommage à nos ancêtres esclavisés. Et je souhaitais en propos liminaire dire que la Martinique a été l'un des premiers territoires à le faire de manière aussi ostensible, mais c'est dans l'air du temps parce que chez les Américains, il y a déjà des débats concernant une réparation institutionnelle. On estime que le coût de l'esclavage pour les Afro-Américains descendants est d'environ 142 000 $ par Afro-descendant, ce qui représenterait entre 1 400 et 4 700 milliards de dollars à reverser. Quand on parle de perte de chance, il s'agit bien évidemment de l'impossibilité pour eux d'avoir des capitaux, de développer leurs compétences à travers des études, etc. Et puis j'ai envie aussi, et je me tais, j'ai envie aussi de rappeler qu'il y a des descendants britanniques, les Trevelyan, qui possédaient 1000 esclaves à Grenade et qui ont entamé aussi un geste de réparation en faveur des populations qu'ils avaient esclavisées, et ils demandent pardon et puis ils sont prêts à réparer aussi. Donc voilà, dans ce contexte de mai, je vais donner la parole à Béatrice, si tu veux bien, pour ton commentaire sur Fondas Lapé, qui nous concerne directement. C'est toutes les démarches, mais celle-là a le mérite d'être ancienne, d'avoir commencé évidemment, puisque c'est le 23e convoi, donc en fait ça fait 23 ans que, à la tête d'ailleurs du MIR, Garça Malsa fait cette manifestation avec ce convoi donc très pacifique, qui dit une chose. Et c'est sur ça que je vais m'appuyer au-delà de la réparation, mais qui dit une chose, qui dit aux Martiniquaises et aux Martiniquais ce que l'on nous a retiré a tout de même un prix. Et quand on parle de réparation, alors on peut quantifier comme tu viens de le faire, mais on peut regarder aussi la réalité. La réalité, par exemple, de la France, c'est que l'essentiel des différences en termes de chance, en termes de richesse, sont des différences patrimoniales. Et ce patrimoine est essentiellement constitué par voie d'héritage. La réalité, c'est quand vous avez des familles qui, il y a à peine 5-6 générations, étaient des objets et des meubles, il y a évidemment une réalité, c'est que le patrimoine de ces familles ne s'est constitué, pour ce qui nous concerne, qu'il y a moins d'une centaine d'années.
Ça fait énormément la différence avec des gens dont les histoires ont 300, 400, 500 ans. Bon. Donc la réparation, par exemple, quand on dit réparation, la réparation chez nous, on peut financièrement la quantifier en disant, en regardant la moyenne des patrimoines, des familles. On peut aussi dire, il y a peut-être quelque chose à faire, notamment sur la question de la réforme agraire. Aujourd'hui, on a parlé par exemple en ce moment des prix de l'immobilier qui sont en train de grimper alors que les taux d'intérêt sont eux-mêmes en train de grimper. Et on s'est posé la question, même sur ce plateau, de savoir quelles sont les actions qui pourraient être menées pour conserver du patrimoine foncier à l'abri on va dire, d'une spéculation, parce que les générations qui arrivent auront aussi besoin de se loger, de trouver un endroit pour s'établir, fonder leur foyer. Bon. Et donc toute cette partie-là, parfois sur laquelle on se cache les yeux, fait partie d'une idée de la réparation, qui est une idée qui n'a rien d'une forfaiture ou d'un délire ou simplement d'un rêve, mais qui doit être posée. Je crois que sur ça aussi, alors il faudra peut-être qu'on trouve, si on y prend un peu de temps, les bonnes personnes qui pourront encore participer à réfléchir, à étudier ce que l'on peut mettre dans le volet de la réparation, mais je crois qu'il ne faut pas balayer d'un revers de main aujourd'hui les initiatives qui sont prises pour la simple et bonne raison que nous ne devons pas non plus oublier, et tout à l'heure je vous ai parlé en introduction de ces fameux violons de la Shoah. C'est pas une concurrence, mais en comparaison avec un fait qui a eu lieu il y a quelques décennies, qui est donc la Shoah. On a réparé les gens. On a donné des sous à des familles dont on sait qu'elles ont été privées de leur patrimoine, de leur liberté. Spoliées par les nazis. Spoliées par les nazis. Bon. Donc, c'est pas parce que nous nègres que nous pas ni droit ni ambition en laisse ça, mais c'est pas tout simplement parce que, et là, Guy Albert, je te le rejoins, parce qu'on a aussi des nègres Congo qui disent, d'ailleurs, qu'ils ils ne sont pas arrivés esclavagisés, mais voilà. Donc, je crois qu'on ne doit pas exclure ces réflexions qui sont menées. Moi, je salue ce parcours toujours fait par Garça Malsa. Très bien, merci. Guy Albert, je t'ai vu sourciller. Alors, bien évidemment, c'est une question qui nous prend aux tripes, dans la mesure où on connaît la diversité de la composante sociale martiniquaise et qu'on est l'un des rares territoires où on a les descendants des anciens colons et les descendants des anciens esclavisés. Donc, il y a débat. Alors, quel est ton point de vue là-dessus ? Il n'y a aucun débat. Il faut arrêter de mettre des débats là où il n'y en a pas. Nous avons, dans ce contexte-là, une prédation coloniale dont j'interroge encore la notion passée, qui a suffisamment de temps profité d'un commerce qui s'est enrichi et passe en cause sur effectivement ce qui a été fait à une Afrique prédatée. Je crois que la réparation est du bon sens juridique. Il n'y a aucune démonstration. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a un crime connu, l'esclavage est un crime contre l'humanité, il a été perpétué par la France doit réparer les descendants d'esclaves. Il n'y a pas de sujet à cela. Qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise ? Alors on va venir s'émouvoir, voilà, on va demander quoi là ? On n'est pas en train de quémander la réparation. La réparation est un dû. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on est en train de demander, à la limite, on a même l'impression qu'on est en train de supplier que quelque part l'État français, s'il vous plaît, reconnaissez qu'on est comme vous nous avez traité comme... Bref. Je crois que pour moi, la question de réparation n'est pas une question qui pose un problème technique de droit à la France. C'est une question de volonté politique. Comment on considère aujourd'hui ce que nous sommes ? Et puis je vais beaucoup plus loin, parce que là on parle du convoi du 22 mai, c'est un convoi sur lequel Garça Malsa, mais aussi les Sœurs du Hamel, mais aussi beaucoup d'autres personnes, dont Dominique Monotika, des gens qui se sont battus, qui ont cru aujourd'hui qu'il y a vraiment un fait de société, et un fait qui doit être non seulement réparé, mais rétabli en vérité. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement la réparation pour nous réparer, mais il y a aussi un travail pédagogique. Pendant longtemps, on a une mémoire qui a été aliénée.
On a une mémoire qui a été substituée. L'assimilation dont parlait tout à l'heure Michel, avec un texte qui n'est pas un texte scélérat de M. Jules Monero, mais qui est un véritable texte qui fondait l'état d'esprit de l'époque. Mais depuis un empirisme, on a quand même évolué. Et je crois que aujourd'hui, ces réparations, c'est ce procès des réparations, c'est l'occasion ou jamais, enfin, à mon avis, de mettre sur la table la vérité historique, la vérité scientifique. Réparer l'esclavage, c'est quelque chose, et nous irons, de toute façon, nous l'obtiendrons. C'est-à-dire, il n'y aura pas de... à moins que nous sommes devenus totalement fous, mais je crois que même les générations futures porteront cela. Mais il y a aussi les réparations, tout simplement, de la colonisation. Les Indiens sont réparables. Les Congos qui sont venus ici sont aussi réparables. Je crois que le fait de colonisation aujourd'hui est un fait suffisamment, je veux dire, grave, un fait qui a apporté tellement de souffrance, et puis qui nous a marqué de faire, au-delà même de, je vais dire, de l'histoire, le vivre en Martinique aujourd'hui en 2023 est teinté et construit de pathologies sociales, construit de choses affreuses, de malaise, d'identité culturelle plurielle, de pauvreté. Vous voyez quand même l'état de ce pays-là. C'est-à-dire, on est encore aujourd'hui à quémander une justice sous des billets d'avion. Je crois qu'il faut être lucide. La réparation n'est pas juste un fait financier pour pouvoir donner 2-3 euros. Ce n'est pas de ça qu'on parle. La réparation est un fait juridique normal qui doit établir à partir d'un élément qui est prouvé aujourd'hui comment on fait et comment on sort de là avec des moyens concrets aussi. Très bien, merci beaucoup pour ton analyse. Philippe, je vais me retourner vers toi pour rebondir sur ce que disait Guy Albert. L'Allemagne était contrainte de payer 52 milliards de marks, or, au lendemain de la Première Guerre mondiale, réparation. Cette même Allemagne a dû, après la Seconde Guerre mondiale, payer encore des réparations. Et je veux aussi rappeler qu'il y a eu 52 milliards de dollars qui ont été accordés au Koweït par l'Irak, encore des réparations. Est-ce que la Martinique est prise de folie quand elle réclame des réparations, enfin la Martinique et puis les autres afrodescendants, est-ce que la justice est sensible à cette argumentation-là? Pour la justice, je ne sais pas de laquelle tu parles. Non, mais ce que je dis, c'est le concept de la réparation est un concept fondamental. Et les mouvements organisés, le mouvement organisé par Garcin Malsa est un mouvement fondé et qui se perpétue et qui se déroule, ce qu'on voit, c'est parfaitement calme, on y va et les choses se déroulent. Alors, réparation, oui. Et moi, je commencerai par la réparation de l'histoire. Réparation de l'histoire, d'abord, oui. Alors, la réparation peut prendre plusieurs formes. C'est bien sûr des handicaps au développement. Ça peut être un fondement, n'est-ce pas, pour améliorer la circulation entre l'Hexagone et nous. Donc, mais ce que je veux dire, c'est d'abord réparer l'histoire. C'est-à-dire nous reconnaître, nous, et ce que nous avons fait pour nous libérer, n'est-ce pas? Et comment dirais-je ça? Il y a deux événements qui me frappent et qui m'intéressent passionnément. C'est d'abord les initiatives de Sabine... André Von Milton, qui mène une action qui est fondamentale. Parce que sous la forme de jeux culturels ou de jeux totalement ludiques, pléonasmes, eh bien, elle apporte des réponses à des questions que nous nous posons. Et elle a une série d'émissions sur plusieurs chaînes. Et c'est un travail remarquable. Le vieux Martiniquais que je suis, je veux dire que je lui dis merci. Et je reconnais qu'elle fait un travail là considérable et important. Mais c'est un travail long. Et ce n'est pas demain la veille que l'on arrivera à des résultats. Mais on est imprégné de notre histoire. Nous savons que nous avons des héros. Et il était tout à fait normal que les jeunes rouge, vert, noir interviennent de cette façon brutale. Je ne défends pas
leur façon de faire, hein, briser les statues. Et briser les statues, absolument pas. Mais qu'ils montrent leur désir d'exister et de faire en sorte que nos héros aussi existent et soient honorés. Bien. Alors, deuxième chose qui m'interpelle, je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est en train d'être réalisé, c'est les philosophes des Lumières face à l'esclavage outre-Atlantique. Je trouve ça vraiment fantastique. Pourquoi ? C'est un projet, c'est un appel, ils ont répondu à un appel du ministère de l'Éducation nationale et ils font en sorte que les élèves, les jeunes, ça se passe au collège d'Icos, collège Paulette Nardal, participent à cela et fassent des recherches et s'expriment sur l'histoire. Et je crois qu'il faut que l'on continue dans cette direction. Faire en sorte, n'est-ce pas, que nous attirions nos compatriotes et nos jeunes sur notre histoire. Et à partir de là, lorsque les jeunes sont, je peux dire, pacifiés, si je peux m'exprimer ainsi, voir à ce moment-là les réformes, les réparations qu'il convient d'apporter dans plusieurs domaines. Et par contre, j'ai vu une initiative, je sais pas, je ne vais pas la nommer, mais une initiative assez brutale. C'est une initiative que je trouve inopportune. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui. Oui. C'est Fondation Espace Faire. Bon, l'idée est ce qu'elle est, mais dans le contexte actuel, c'est vraiment vouloir ouvrir la guerre. C'est d'une maladresse phénoménale. D'accord. Ça dessert même la cause sur le plan. Oh là, ah oui. Et je crois qu'il y a mettre beaucoup moins de moyens, mais faire des choses qui aillent dans la direction pédagogique. Absolument. Je ne sais pas, il y a plusieurs idées. On crée des prix avec l'éducation nationale. Il y a un tas de choses qu'il convient de faire. Alors j'en ai terminé. Très bien, merci beaucoup. Donc Michel, ton point de vue, alors Béatrice parlait de perte de chance pour les descendants. Premier élément, les descendants d'Esclaves ont été déboutés par le tribunal en Martinique. Et puis deuxième élément, les descendants des Trévélianes donc de Grenade ont été choqués de savoir que leur famille avait perdu 27 000 livres de la couronne britannique, ce qui représente environ 20 millions de livres aujourd'hui et donc 22 millions d'euros actuels. Ça les a tellement choqués qu'ils sont venus demander pardon et qu'à résipiscence, ils sont venus et puis ils ont présenté leurs excuses et puis ils sont en train d'aller dans le sens d'une tentative de réconciliation par les réparations. Michel, l'économiste, ta lecture. Moi, je dirais que l'idée de réparation, tu as parlé de concept de réparation, c'est d'abord la récupération de notre histoire par nous-mêmes. Par nous-mêmes. Absolument. Bon, parce que il a fallu un combat, je dirais, extraordinaire contre, y compris contre les élites martiniquaises, qui se sont, jusqu'à une période récente, je veux dire jusqu'en les années 1960, Tout à fait. s'ingéniaient à nier que nous ayons une histoire. Oui, monsieur. Bon. En tout cas, pas cette histoire-là. C'est génial à nier que nous ayons une histoire de descendants d'esclavage. Je résume, nos ancêtres les Gaulois. Voilà, exactement. Nos ancêtres les Gaulois. C'est bon. Je caricature, mais c'est ça. Bon. Et Ça avait choqué pas mal de monde quand Césaire avait dit que notre histoire commence dans les cales des navires négriers. Absolument. Et, alors, donc il a fallu récupérer cette histoire et l'idée du convoi qui rappelle les étapes de cette récupération, qui rappelle que les esclaves n'ont jamais accepté leurs conditions, ils se sont toujours battus, parce qu'il n'y a pas eu que les journées de mai 1848, il y a eu toute une série d'autres révoltes bien avant. Et puis beaucoup d'actions personnelles, des mamans qui tuaient leurs enfants pour qu'ils soient pas esclaves. Les mamans, ils empoisonnaient les animaux, ils empoisonnaient le maître. Enfin, il y avait une phobie de l'empoisonnement. Absolument, chez les maîtres. Hein. Donc, ça c'est une première chose. La deuxième chose,
c'est la forme que peut prendre cette réparation. Et vous avez cité des exemples qui sont divers dans le monde. Moi, personnellement, je pense que la réparation, c'est le développement. C'est c'est ce que disait Césaire. Hein. Bon. Bon. Césaire avait même eu des mots un peu durs sur le mot même réparation. Hein. Bon. Bon. Très bien. C'est de reconnaître la capacité de nos peuples de s'autodéterminer. C'est ça la réparation. Voilà. Je ne développe pas, Oui. mais ces deux idées-là, c'est développement et responsabilité. Alors, je ne crois pas que ce soit un pactole qu'on va verser à qui. Bon, il faudra chercher. Bon, moi j'ai cherché un petit peu mes ascendants. Eh oui, on ne sait jamais. De tout temps en France. Bon. Alors, non, pas du tout. Pas du tout. J'ai trouvé d'ailleurs une femme esclave en 1852 qui s'appelait Branchidel. C'est italien, mais non? probablement qu'elle avait pris le nom Blanqui. d'un maître. Ah oui, c'était Du probable. fréquent. Parce que c'était un problème. Là. Quand après il y a eu l'abolition, c'est de donner un nom à toutes ces personnes. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Très bien. Je ferme la parenthèse. La question, c'est une réparation collective du peuple entier. Absolument. Peuple. Cela suppose une expertise aussi. Hein? Voilà. Et cette expertise, on ne peut la trouver que dans un vrai débat judiciaire. Nous avons un exemple qui nous ressemble. C'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud. Ils ont récupéré des terres. Ce qu'a fait, Ils ont récupéré la manière dont Mandela. Nelson Mandela a Ubuntu. posé le problème, L'Ubuntu. bon, vis-à-vis des colons, Des Afrikaners, oui. bon, des Afrikaners, bon, d'une certaine manière, il a posé la question de manière intelligente. La nation arc-en-ciel. C'est-à-dire que les Afrikaners doivent participer à la nouvelle Afrique du Sud. À permettre à l'Afrique du Sud Le développement. d'émerger, le développement. Alors, je souhaiterais rebondir sur ce que disait Michel, parce que dès qu'on parle de Darmanin, ça me hérisse le poil. Non, mais c'est Fort heureusement, j'en ai pas beaucoup. un Ça, ça, garçon qui oublie ses ascendants et je ne le trouve pas très sympathique pour trois raisons. La première raison, c'est qu'il y avait la clause de l'exclusif colonial, donc la Martinique ne pouvait absolument rien développer dans la mesure où il fallait tout exporter vers la France. Deuxième élément, l'impossibilité Vers la de... métropole. La métropole. Non, impossibilité de transformer quoi que ce soit. Donc le sucre brut, il était exporté là-bas, il était transformé, raffiné, il était renvoyé en Martinique. Ça a toujours été ça. Et puis troisièmement, la balance commerciale exportatrice était nette du point de vue de la Martinique vers la France hexagonale, parce que c'est de chez nous qu'il y avait des richesses qui étaient produites. Donc il faut que M. Darmanin connaisse un petit peu son histoire. Je ferme la parenthèse. Oui, non, mais enfin notre histoire en tout cas, et puis la sienne aussi, puisqu'il est d'origine il faut algérienne. aussi qu'il soit Le réparé. origine comment? Et il a des ascendants Algérien, on l'avait dit. C'est algérien, c'est Algérien, algérien. ouais. Alors, pour achever, parce que le temps file, Bébé voulait j'écoute, parler là. de FER, hein, l'association. Un petit mot, Non, justement, j'attendais, mais enfin, je vous avoue que j'ai pas précisément C'était pas un sujet, mais oui. c'était pas un sujet. Mais je crois que c'est une initiative prise par Marie-Josée Oui, Ali. oui. Mais j'ai pas. Je crois que c'est une association, Vas-y, semble-t-il, hein, qui est constituée. Le président, je crois que c'est Bernard Ayotte, le vice-président, c'est Éric Delucy. Et je crois qu'ils ont sollicité Marie-Josée Ali pour qu'elle fasse une série de conférences Oui, c'est ça. dans les différentes communes. Et puis c'est pas les Poutonnes, c'est ça. Et je trouve que cette démarche est maladroite, vu le contexte, vu l'organisation. Et Mais je elle est sais pas, totalement Marie-Josée va aller au-devant de problèmes Monstrueux. C'est bien fait. monstrueux et qu'elle ne mérite Je pas. crois qu'ils ont abandonné, non? Ah, Non, mais ils n'ont pas. Alors, Pour c'est l'instant, c'est annulé. je supplie qu'ils abandonnent. Parce qu'ils s'appelle comment, ça? Faire en plus. FER. Fonds espace réconciliation, si j'ai bien compris. Et puis trouver ce. Bon, je crois qu'il faudrait aller dans d'autres. Bah nous faire. Peut nous faire. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Mais oui, c'est ça. Mais c'est totalement C'est un mauvais inopportun jeu de et mots. puis ça donne une lecture qui fausse vraiment le vrai débat. Et c'est risqué, technique, c'est absolument risqué. Tout Mais à fait. c'est un débat intéressant, je pense que. Oui, il faudra Oui, l'ouvrir. absolument. Mais en même temps,
y a un moment, enfin on en a parlé Ouais. il y a 2 semaines, mais enfin il y a un moment où il faut dire, la balle est dans le camp de ceux qui excluent, elle n'est pas dans le camp de ceux qui ont toujours Qui sont ouvert. exclus, oui. Notre plateau est quand même la démonstration Absolument. que le mélange qui s'est fait ici, c'est un mélange des 5 continents, d'au moins 5 continents. S'il y a des personnes qui doivent être accusées d'exclusion, ce sont certainement pas les descendants d'esclavagisés, les descendants congos, les descendants indiens, les descendants syriens. Enfin, il y a eu quand même, il y a un mélange et un métissage fulgurant dans cette descendants Martinique. Chinois. Il y a un mélange fulgurant dans cette Martinique. Qu'on le veuille ou pas, et vous l'avez introduit, il y a quand même aussi une paix, parce que il n'y a pas un blanc, un béquin, un chinois, un syrien qui peut dire qu'il marche avec la boule au ventre dans les rues de Fort-de-France, craignant pour sa vie, parce qu'il ne ressemble pas, il n'a pas le phénotype d'une peau basanée. Donc, pour l'instant, on ne peut pas reprocher aux Martiniquais afrodescendants nègres de ne pas avoir accepté et à bras ouverts le monde. Absolument. Bon, pour l'instant, il y a des personnes, par contre, qui excluent pour différentes raisons. Et en l'occurrence, pour ce qui est de la communauté béké, c'est une exclusion économique forcément, probablement, je veux bien le croire. Mais enfin, la base, c'est quand même une exclusion raciale, ethnique. Oui, tout à fait. Tout à fait. Bon. Point. Alors, on va La passer... balle est dans leur camp. On va passer... C'est passionnant, tu vois. Oui, oui, très passionnant, très passionnant. Bon, d'ailleurs... L'amour, je vous ai dit l'amour. J'ai fait ma scolarité de la maternelle à la terminale au séminaire collège. Donc, c'est comme ça. Et j'ai des relations tout à fait amicales avec cette communauté. bien sûr. Donc, Bien sûr. pas de souci là-dessus. T'as pas eu d'amoureuse? Non. Alors, concernant l'autre thème, donc je vais me permettre de passer à Haïti parce que systématiquement, oui, je sais que ça tient à Guy Albert. Oui, ça tient à Guy Albert. Et puis, si on a le temps, on va revenir sur la question de Jean-Philippe Nilon au gouvernement. Mais Haïti, à chaque fois, on n'a hélas pas le temps. Et à qui profite le crime, la guerre civile? Alors, très précisément, Haïti s'enfonce dans la violence avec plus de 600 tués en avril. L'ONU appelle à l'aide et moi, en guise de propos liminaire, je souhaiterais dire qu'il semblerait que les oligarques soient derrière tout ça et que la monnaie, la route, le pétrole, l'excité sont dans leurs mains avec des pots de vin et des travaux payés qui ne sont pas toujours réalisés, puisque parfois ces personnes s'entendent avec d'autres personnes pour s'enrichir copieusement sur le dos de la population haïtienne et bien sûr la violence est en droite ligne la conséquence de cette situation de marasme catastrophique, marasme économique catastrophique. Guy Albert, je te sais passionné par la question, donc je vais commencer par toi. Oui, parce que le fait haïtien, c'est-à-dire ce qui se passe en Haïti, c'est même pas que le problème des gangs, c'est la faim, c'est le choléra, c'est cette criminalité. Et je crois que la problématique d'Haïti va au-delà même de ce que l'ONU aujourd'hui appelle. C'est-à-dire que je crois que c'est un peuple qui aujourd'hui est dans de très graves difficultés, mais dont la dignité, en fait, et surtout si on cherche chez le Martiniquais l'identité, ô combien la haïtienne n'a aucun problème d'identité. Ça, c'est pour ça, il peut même en revendre, il en a suffisamment. Je crois que je me disais à qui profite vraiment le crime. Et c'est ça la vraie question, parce que ces armes-là n'arrivent pas en Haïti comme ça. C'est-à-dire il y a bien quelqu'un qui a fourni les armes, qui a autorisé l'entrée des armes en Haïti, il les a fait circuler. Et on voit aujourd'hui que cette flambée de gangs en Haïti, derrière, on a bien une analyse, je vais dire, qui est géopolitique. Et ce que je voulais dire surtout, c'est que compter les morts, compter les blessés, compter les millions de personnes qui doivent quitter des villages, etc., ne sont plus en sécurité. Je crois que le problème haïtien, à mon avis, est beaucoup plus profond. En entrée de propos, c'est Philippe qui disait, on parlait du fort d'Anjou où se retrouvait notre ami bien guerrier, comme il s'appelle, Toussaint Louverture. Et déjà, je profite pour dire que Haïti n'a pas attendu l'abolition. Haïti a arraché sa liberté. Donc, quand on est dans un mois de mai, un mois de commémoration des abolitions, Haïti ne fait pas partie de ces commémorations. Haïti est le pays, le seul pays, d'ailleurs le premier peuple à avoir arraché sa liberté, quitte que coûte. Et on retient beaucoup l'histoire de Toussaint Louverture, mais on devrait aussi citer celle
de vrais monstres, hein, comme Jean-Jacques Dessalines, Henri Piétion, Christophe, qui ont aussi porté leur contribution à l'émancipation de ce peuple. Tout à l'heure, on parlait de réparation. Je pense aussi qu'Haïti ne demande pas plus que ça de réparation. Haïti demande le droit de vivre. Déjà, en Haïti, le droit d'être respecté comme peuple. J'avais encore les paroles de Boiron-Tonnerre, puisqu'on a avec nous notre ami constitutionnaliste. Et j'ai encore en mémoire que ce Boiron-Tonnerre, quand il fallait écrire la Constitution au 1er janvier, puisqu'on est sorti en 1804 de cette révolution, et on dit voilà qu'il faut écrire une constitution. Il se dit mais attendez, mais vous avez vu le nombre de personnes mortes, l'état d'un pays, et c'est lui qui dit voilà, pour écrire une constitution, il faut donner quelque chose quand même. Il faut d'abord du crâne de blanc comme écritoire, sa peau comme parchemin, son sang comme encre et une baïonnette comme plume. Quand même quelque chose d'assez fort et qui montre l'état d'esprit d'Haïti quand on dit voilà qu'il faut quand même le crâne de blanc comme écritoire, sa peau comme parchemin. Et quand Boiron-Tonnerre dit ça, il rentre dans un processus. Et ce qu'on vit aujourd'hui, et c'est ça je m'arrêterai là, c'est la vraie question, qu'est-ce qu'on veut faire d'Haïti? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire d'Haïti? Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? C'est ça la vraie question. C'est qui on? Qu'est-ce qu'aujourd'hui, ces Occidentaux, cette ONU, qu'est-ce qu'on veut en faire? Aujourd'hui, l'aide va venir. Il faut enlever ces monstres. Bien entendu, il faut les enlever de cette zone. Il faut rétablir la paix, il faut rétablir la sécurité. Ça, c'était contestable. Mais il faut aussi un programme pour Haïti. Ce n'est pas du one-shot. Haïti n'est pas juste une question aujourd'hui de venir... Alors, il y a un petit problème. Il y a eu un séisme, on met l'aide humanitaire. Il y a eu effectivement du choléra, on met un petit peu de trucs. Maintenant, il y a des monstres à enlever dans les quartiers, on les enlève, enfin, que ce sont des gangs. Mais quand aura-t-on vraiment un vrai programme? Et ça, Michel a parfaitement raison. Et sur cela, j'ai encore vraiment moi le petit côté marxiste, hein, je ne vais pas l'enlever. Il y a besoin de l'international, mais dans le communisme, dans la vision, je veux dire, de l'en commun, de ce que nous faisons, d'une partie de notre humanité haïtienne, avec une vraie politique, où Haïti trouve sa place dans l'autodétermination. Et pour le moment, Haïti n'a aucune place d'autodétermination, mais une place de prédation dans ce système soi-disant généreux au titre de l'humanité. Très bien. Béatrice, et la diaspora haïtienne dans l'histoire, est-ce qu'elle peut contribuer? Alors, du coup, c'est une vraie diaspora. La diaspora participe depuis longtemps à la survie d'Haïti. C'est vrai qu'on utilise souvent le terme diaspora, mais souvent il est relié à l'idée même que ce peuple extérieur participe au fonctionnement et à la vie du peuple intérieur, celui qui est resté sur le territoire. Sincèrement, pour moi, c'est un peu comme le conflit israélo-palestinien, la question d'Haïti. J'ai l'impression que c'est quand même un puits sans fin. Voilà, je le dis. Quand on n'a pas un système de coopération, d'aide humanitaire corrompu, on a des gangs qui prennent le relais. Quand on a un système politique qui se veut démocratique, qui est en place, eh ben il devient corrompu, il est corruptible, il devient corrompu, et il devient autocrate, tout ce qu'on veut, violent. Il faut le dire quand même, tonton Macoute, ça vient de là-bas, hein, donc des gens qui étaient payés par les gouvernants pour abattre les opposants et puis dresser la population. Voilà, qui parfois sollicitait d'ailleurs de la démocratie. Il y a eu des belles années à Haïti, quand on va sur Pétionville et tout ça. Il y a des jolies choses, il y a des beaux endroits d'ailleurs dont profitent et ont profité longtemps et profitent encore d'ailleurs un certain nombre de touristes dans le cadre des croisières. Il y a des lieux, parce que Haïti c'est pas la taille de la Martinique, hein, c'est bien plus grand. C'est 12 millions d'habitants. On peut pas comparer quoi. Moi, je suis vraiment, je sais plus. Alors là, on dit l'ONU en effet s'inquiète.
En même temps, bon, tout le monde a demandé que l'ONU s'en aille et que la MINUSTA se barre, il faut quand même le dire. Bon, tout le monde a dit « Ah non, mais bon, ça suffit, il faut que les forces armées étrangères s'en aillent et tout ça. » Bon, finalement, tout le monde maintenant dit « Il faut quand même une force armée. » Mais laquelle? On va pas... Les gars, alors, c'est quoi? Vous êtes qu'à attendre les Russes? Enfin, vraiment, là, moi, je suis... Mais non, mais tu comprends. Les Cubains. Voilà, Voilà, je tu ne vois. voulais pas le dire. Non, mais j'ai failli le Cubains. dire. Je ne voulais pas le dire. Bon, mais on a des affaires et les gens ne se rendent pas compte. On a eu des affaires, par exemple, toute cette zone est très particulière. On a eu l'affaire de Petro-Caribé, parce que à la faveur de peut-être un sujet qu'on va évoquer tout à l'heure, mais à la faveur de la crise sanitaire, certains veulent réhabiliter le président Jovenel Moïse, mais enfin qui était quand même les deux pieds cimentés dans une grosse affaire de Petro-Caribé. On rappelle ce que c'était, c'est le Venezuela vend à certains pays pour leur permettre d'ailleurs une émancipation du pétrole à faible prix, et il s'avère que la population ne bénéficie pas de ce prix, de cette manne, des carburants en question et des prix qui sont pratiqués. Bref, moi en toute sincérité, je ne sais plus, je ne sais pas comment ils vont sortir de ça. Aujourd'hui, je le dis aux gens, à Haïti, les gens, tu as un mal de tête, tu prends la pilule, tu as un cancer, tu achètes des médicaments à l'unité sur les marchés sans avoir la certitude que ce sont des médicaments. Bref, donc en toute sincérité, je ne sais plus quoi dire sur Haïti, si ce n'est que je prie, sincèrement, je prie pour eux et je suis solidaire de toutes mes sœurs et frères haïtiens qui cherchent un peu d'air pour respirer, parce que la vie de ces personnes là-bas est effroyable. Michel. Guy Albert a rappelé avec justesse l'héroïsme du peuple haïtien. Bon. Je profite de l'occasion pour dire aux jeunes générations qu'il faut lire l'ouvrage remarquable de Césaire sur Toussaint Louverture. Absolument. Tout à fait. À mon avis, tout Martiniquais devrait lire l'ouvrage de Césaire qui s'appelle Toussaint Louverture. Et pas que le roi Christophe. Bon, mais ceci dit, si nous voulons être... Moi, je ne suis pas de ceux qui vont pleurer en disant que c'est la France, c'est les États-Unis, etc. Il faut regarder la situation haïtienne en face. C'est en Haïti qu'on a produit ce monstre qui s'appelle François Duvalier. Bon, avec les tontons Macoute. Et aujourd'hui, la première question, tu l'as dit, c'est la sécurité. Il faut mettre hors d'état de nuire les gangs. Il n'y a pas d'autre solution. On peut tourner. Moi, je discute avec des amis haïtiens. Bon, ils me disent, il ne faut pas qu'il y ait d'intervention étrangère. Ah bon? Ah bon? Il n'y a pas d'autre solution qu'une intervention d'une force armée pour détruire ceux qui détruisent Haïti. Et les Haïtiens. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, il faut aider les forces démocratiques, les forces progressistes. Et puis, il faut que l'ONU, que cette intervention se fasse avec un certain nombre de principes. Il ne faut pas que cette intervention soit la feuille de vigne cachant une nouvelle intervention américaine, nord-américaine. D'autant que je ne suis pas sûr. La question qu'on se pose, est-ce que les États-Unis sont aujourd'hui intéressés par Haïti? Donc, il faut, moi je crois que c'est l'occasion, ce sont les États caribéens, c'est la Caraïbe qui doit, je pense que c'est la Caraïbe qui doit se mobiliser. Bon. Très bien. Alors, et Cuba. Tu as dit Poutine tout à l'heure. Et je t'ai répondu les Cubains.
Très bien, très bien. Voilà. Bon, il faut une force caribéenne, notamment sud-américaine, avec des pays comme notamment le Brésil de Lula. C'est ça qui doit permettre d'éradiquer la chienlit, la destruction de la société haïtienne. Parce qu'il y a une destruction autophage. C'est ça. Il faut voir les choses dans la réalité. Une destruction autophage. Pas que les autres. Philippe, alors dans l'histoire de mémoire, hein, le salaire journalier, c'est 600 gouttes, c'est-à-dire à peu près $4. Quand on dit $4, c'est pour manger, boire, se loger, s'instruire, se soigner. Donc ce n'est rien du tout. Philippe, ta réaction par rapport à Haïti est là? Oh, quelques remarques là. La première remarque, c'est que la situation d'Haïti est désespérante. Et je veux dire que là, Haïti a atteint un niveau qu'elle n'avait jamais atteint. Alors, je lisais les derniers chiffres là. Là, depuis le début de l'année, il faut compter plus de 1000 morts. Oui. 1000 morts, 846 plus 600, ça fait des chiffres infernaux. Et Haïti, je crois qu'on devrait avoir plus de sensibilité vis-à-vis d'Haïti. Je parle de nous, Caribéens. Parce que, quand même, Haïti, c'est la première république noire, on le dit. Ce sont ces héros, n'est-ce pas, qui ont donné des lueurs d'espoir à nos aïeux, n'est-ce pas? Et on l'oublie, on le dit, mais je pense qu'on ne se rend pas compte assez de cette réalité, de cette première république noire qui se trouve dans cette situation. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est l'indifférence dans laquelle nous nous trouvons. Je parle de la Caraïbe, ok? Avouez que, bon, on en parle beaucoup, mais on ne sent pas, n'est-ce pas, qu'il y a véritablement un sentiment profond pour aller vers eux et les aider. Alors, vous avez dit en plaisantant une chose, parce qu'effectivement, on pourrait appeler les Cubains, les Russes ou les Chinois, mais il est évident que s'il y avait des Russes qui se baladaient, ils se baladent d'ailleurs, hein, tu dois être bien au courant, Oui, et les Chinois, vous verriez quelques réactions. Je dis ça méchamment, mais... S'il y avait des Russes qui se baladaient, les Américains viendraient. Oui, voilà. Ok, d'accord. Bien. Mais, Michel, tu as raison, il faudrait qu'au niveau caribéen, il y ait véritablement un sentiment collectif, voilà, n'est-ce pas, vis-à-vis de nos compatriotes caribéens. Je ne sens pas cela. Alors, la seule solution que je vois, effectivement, c'est l'intervention de l'ONU, qui est prête. D'ailleurs, je lisais les dernières décisions, mais on ne trouve pas l'État qui veut prendre la direction des opérations. Les Canadiens ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Donc, on est dans cette situation. Mais je crois qu'il nous appartient à nous de faire prendre conscience à tous les compatriotes, n'est-ce pas, de l'importance du problème haïtien. On ne peut pas rester indifférent à cette situation, parce qu'une situation horrible, hein, d'horreur, hein, qui est infernale et qui n'est pas vivable pour nous. Caribéens. En tout cas, l'émission, là, c'est l'occasion pour nous de manifester notre solidarité et puis d'en parler, hein, de manière à sensibiliser la population. Un dynamisme, un élan qui se fasse. Mais c'est sûr que la situation est... de toute façon, on y reviendra aux prochaines émissions. Je ne suis pas l'ordre parce qu'il y a un thème qui intéresserait sans doute les téléspectateurs. C'est la déclaration de M. Attal et le contrôle fiscal pour les gros patrimoines. J'ai entendu parler de vocabulaire contre les ultra-riches, vocabulaire choquant et opportuniste. J'ai l'impression qu'il donne le change, hein, sur la décision contre les retraites et puis la volonté de faire les bénéficiaires du RSA. Il fait du nupétien. Du RSA, travailler un petit peu entre 15 et 20 heures. J'ai l'impression qu'il est en train de se racheter, d'essayer de redorer la pilule du gouvernement. Donc Béatrice, je te vois sourire. Qu'as-tu à dire, à commenter par rapport à cette proposition? Alors, l'Obs a dit que les 370 plus gros contribuables français ne payaient que 2% d'impôts sur les dividendes qu'ils obtenaient. Autrement dit, plus on est riche,
plus on a des niches fiscales, plus on a des conseils et plus on a la possibilité d'échapper au fisc, alors que, en principe, l'adhésion à l'impôt est un principe républicain. Oui, voilà. sûr. Alors, le consentement à l'impôt. Donc juste 2 minutes parce que le temps mais le passe, oui. consentement à l'impôt est un principe républicain. Quand, Voilà. de toute façon, on va directement dans ta poche, on prend l'argent et puis on te demande de te taire. Voilà, bon, ça c'est comme ça. Pour ce qui est des riches, on leur offre des multiples et des ultra riches, des multitudes de petits mécanismes qui leur permettent en effet, vous pouvez regarder d'ailleurs sur votre feuille d'impôt maintenant, c'est très clair, de faire de l'optimisation fiscale. Mais vous pouvez regarder chacun des Martiniquaises et des Martiniquais qui se retrouvent à payer de l'impôt sur son revenu aujourd'hui, par exemple. Vous pouvez regarder sur votre fiche de paie, il y a le taux d'imposition. Bon, vous allez voir, vous êtes entre 8 et 18%. Bon, alors que les ultra riches sont à 2%. Mais ça, c'est pas de la fraude. D'accord? Ça, c'est de l'optimisation. Le problème, et je vais parler également, je vais rassurer les gens, contrairement à ce qu'on dit, tout le monde paye l'impôt. Parce et l'impôt qui rapporte le plus en France s'appelle la TVA. Donc pour nous, la TVA est l'octroi de mer. D'accord? Donc contrairement à ce qu'on dit, oui, les gens payent de l'impôt. Ok? Y a pas, les pauvres c'est pas gratuit pour eux. Et d'ailleurs, proportionnellement à leurs revenus, ça représente beaucoup plus pour eux que ça peut représenter pour les hauts salaires. Alors, ce que j'en dis simplement, c'est que le vocabulaire de M. Attal qui dit on va taxer les ultra-riches, on va mettre des moyens, on va recruter, en fait, ils vont mettre les moyens, ils vont remettre les moyens qu'ils ont retirés. Exactement. OK? À la direction, au ministère DGFIP. à la DGFIP. D'accord? Ouais. Parce qu'ils ont supprimé un tas de postes d'inspecteurs des impôts, de ceci, de cela. Ils ont supprimé les sections de recherche. Ils ont supprimé, ça c'est sous Macron, hein, ils ont supprimé les sections financières et tout ça. Et puis tout d'un coup, on vous annonce, après avoir tout supprimé, boum, 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 roulement de tambour, brrrra, on va recruter. Alors pour la petite histoire, pour ceux que ça intéresse et pour si vous avez des jeunes qui ont un bac plus 3, en ce moment, on recrute à tour de bras des inspecteurs à la DGFIP, catégorie A, DGFIP, avec des fortes chances de revenir, parce que la moyenne d'âge en Martinique de la direction est assez élevée, donc vous avez des fortes chances de revenir assez vite au pays, et comme ça vous allez nous donner des conseils pour nous les moins pauvres, pour faire de l'optimisation. Très bien, merci beaucoup. Michel. Oui, alors, Béatrice a dit l'essentiel, c'est-à-dire qu'ils sont en train de réparer ce qu'ils ont détruit. Alors, il faut rappeler un certain nombre de choses. Effectivement, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, l'impôt, c'est une des conquêtes de la Révolution française. Le fait que la Révolution française s'est faite contre les impôts arbitraires du fermier et du roi, la gabelle, etc., etc. Et l'égalité devant l'impôt, c'est une des conquêtes de la Révolution. Donc le consentement devant l'impôt doit être un élément d'égalité démocratique. Alors, ce que je dis là peut paraître étrange, parce que, effectivement, l'impôt, c'est une contrainte. Bon. Mais néanmoins, alors la question, c'est qu'est-ce que l'impôt est juste? Alors c'est là que tu as raison. C'est-à-dire qu'on a créé des niches fiscales. Alors, je vais prendre un exemple qui nous touche de près. La CMA-CGM. On va prendre un article dans Justice la semaine prochaine d'ailleurs. La CMA-CGM. 23 milliards de profits en 2022. C'est le profit le plus important de toutes les sociétés du CAC 40, des grosses sociétés françaises. Bon. Elle a trouvé le moyen d'obtenir de l'Europe une disposition fiscale qui fait qu'elle ne paie que 2%. Ce que tu disais tout à l'heure. Bon. Par conséquent, si Attal nous ramène... Alors, l'impôt, normalement, sur les sociétés, était de 33% jusqu'à Macron. Bon, il était ramené à 25% théoriquement. Bon, l'impôt sur les sociétés. Si on arrive à faire payer 25% d'impôt, et que
ça peut rapporter le double, la fraude fiscale, si ces 1500 fonctionnaires nouveaux qu'on va recruter, hein, bon, c'est ce qu'on dit. C'est ça. Si ces 1500 fonctionnaires ont les moyens d'investigation et les moyens d'aller, y compris sur les comptes téléphoniques, un peu comme le fisc américain. Y compris à l'international. Y compris à l'international. Si on leur donne vraiment ces moyens-là, eh bien, ça peut rapporter aux alentours de 80 à 100 milliards de plus. Parce qu'il paraît que c'est 80 milliards. Hein, À peu près. Bon, il y a un sénateur communiste qui s'appelle Alain Bocquet, le sénateur du Nord, qui a fait un excellent rapport sur cette question et qui explique. Donc, ça va permettre de rétablir une certaine justice fiscale. Très bien. Bon, mais alors, à mon avis, il faut les prendre au mot. Alors, Michel a parlé de c'était la taille, non? Tu as parlé de La gabelle. La gabelle, l'impôt sur le sel, il y avait la taille, l'impôt roturier, il y avait la dîme, l'impôt... Enfin, ça me rappelle. Non, c'était ça. Et c'était arbitraire. Et puis là, il y a eu donc une taxation proportionnellement à la richesse. Donc, c'est effectivement une conquête. Alors, Guy Albert, ton point de vue là-dessus, est-ce que c'est un tour de prestidigitation? Moi, je me dis vraiment, quand la droite n'a plus rien sous les dents, ils veulent se déguiser absolument en gauche. Mais ça leur va très mal, en fait. C'est travesti. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'annonce pas une politique publique. On nous annonce simplement qu'on va faire notre travail. Ça veut dire, on nous dit simplement qu'à partir de... C'est un aveu quand vous n'imaginez pas la portée de l'aveu. Ça veut dire que nous disons aujourd'hui qu'il y a une fraude qui a profité au gros patrimoine. Alors c'est un peu monarque, au dernier temps, puis ça trempe l'anglais. Et puis il finit exploité. Ça veut dire actuellement, il faut demander à ceux qui ne payaient pas l'impôt, ou qui trichaient, qui fraudaient, on va mettre dorénavant les moyens pour qu'ils puissent payer l'impôt. Et ces moyens, ça veut dire quoi? On va remettre sur la table ce qu'on avait enlevé. Alors, ça fait 6 ans quand même qu'ils sont au pouvoir. Oui, ça veut dire qu'on va vous redonner les moyens qu'on avait estimés nécessaires d'enlever à la DGFiP. Ça veut dire que nous t'ébaillons un petit bouspel. Et puis, le j'ai mangé assez. Dorénavant, nous disons, il y a une mesure de coercition. Ça veut dire qu'on a sifflé la fin de la récréation. C'est un yo-yo, c'est un ping-pong. On va revenir dans la même situation. Ou bien c'est simplement un buzz cosmétique pour pouvoir peut-être aller séduire quelques voix de la NUPES qui ne réussiront pas sur ce débat-là. Je pense qu'aujourd'hui, et ça, je suis forcément ancré dans une pensée de gauche, il n'y a pas pour moi de compromission sur ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est ce manque d'idées de cette politique de droite, elle est non seulement honteuse, elle est inique, et elle nous dit aujourd'hui, comme si c'était normal, il y a des gens qui ont profité suffisamment trop longtemps, et bien nous avons un petit spell, actuellement, nous avons limité ça, nous avons tiré pour ne pas faire trop. Non, je crois qu'il faut arrêter, qu'il faut aujourd'hui remettre du sens. Pourquoi pas, je ne suis pas contre, mais je me dis que j'aimerais plutôt plus une mesure de justice fiscale qu'une mesure de coercition fiscale. Si elle est appliquée, tant mieux. Tout à fait. Philippe, effectivement, hein, le principe philosophique, ça serait que institutionnellement, il y a une politique publique de justice fiscale plutôt que des décisions comme ça. Vous appelez ça des décisions. Excusez-moi. Mais ils sont très forts en communication. Moi, lorsque je lis ça, il annonce une augmentation des contrôles fiscaux sur les gros patrimoines. C'est une opération de communication vachement étudiée. Moi, tu as employé un qualificatif. Pour moi, c'est de la séduction dolosive subliminale. Séduction, oui. Et subliminal, c'est qu'on est inconscient. Mais oui. Et j'ai pris sur le fait autour de moi, lorsque les gens ont entendu ça, ils ont dit, eh bien, il n'y a qu'à taxer, c'est enfin. Oui, mais je te jure. Persuadé que l'argent est déjà entré. Oui. Mais non, les gros que l'on va sanctionner, c'est vrai. Donc, c'est subliminal, c'est dans l'inconscient, ça. Je dis bien,
c'est de la séduction Dolosive. dolosive subliminale. Alors, explique-moi quand même. La séduction dolosive. Dolosive, ça veut dire quoi? Tu as oui, tu as le bon dol et le mauvais dol. Ah oui, d'accord. Oui, d'accord? Nous sommes d'accord. Lorsque tu vends ton produit, tu peux dire qu'il est ceci, bon, ça peut passer. Mais si tu vas trop loin dans le mensonge, n'est-ce pas, c'est le mauvais dol. D'accord. Bon, et il y a du mensonge, c'est dolosif. Et puis il y a l'opération séduction. Et puis il y a le subliminal, c'est très dangereux ça. c'est Voilà le ce que pire. j'ai à dire. Au-delà de la conscience. Au-delà de la conscience. Ah, dans l'inconscient, c'est pour la foi. Carrément dans l'inconscient. Il pas jamais pareil. Quand tu dis gros patrimoine, Ah, mais c'est gros. Hein. c'est quelqu'un dit, mais c'est les gros capitalistes. Eh bien, voilà, Michel. C'est ça, Et- ça, Enfin, c'est ça que le peuple rappelons entend. quand même que le ministre Le Maire avait d'ailleurs dit il n'y a pas de super profit. Bon. Et tout d'un coup, il y a des super riches. Bon. Il y a de gros. En tout cas, on est tous d'accord que cette mesure-là, si l'égalité des contribuables est à faire, c'est par la loi et pas par des attaques comme ça. Une justice fiscale. Il y a tout un programme quand même. C'est l'application de la loi. Il y a Oui, Ils appliquent la faites loi. votre boulot tout un Ce programme n'est en pas une politique particulier, publique. la gauche qui dit qu'il faut créer des tranches supplémentaires. du revenu, Absolument. du barème de l'impôt pour aller chercher les plus riches aussi. Parce que nous avons... Il faut accroître la progressivité de l'impôt et non pas la proportionnalité. Bon, je ne vais pas rentrer dans un débat, Oui. mais la droite défend la proportionnalité de l'impôt, alors que la gauche, c'est en 1910 que sous Léon Blum, qu'on a fait adopter en France le principe de la progressivité de l'impôt. C'est-à-dire que non seulement qu'au fur et à mesure que tu as des revenus élevés, le taux augmente au fur et à mesure. C'est ça et ça permet la redistribution de prendre l'argent chez ceux qui en ont plus pour leur donner aux ceux qui en ont moins. Très bien, très bien. Alors, là, le temps que vous êtes imparti est fini. Je souhaiterais quand même vous entendre dire un mot à propos des manifestations à Paris concernant l'ultra-droite cagoulée. Alors, deux noms. Non, je donne deux noms. Axel Lousteau et Olivier Duguet, deux membres d'un micro-parti qui a servi à financer le Rassemblement national dans l'élection présidentielle de Marine Le Pen en 2017. Voilà. Ces deux noms, je vous ai déjà parlé du GUD, que j'ai affronté physiquement, pas dans les pensées, les écrits, physiquement. C'est un parti de jeunes d'extrême droite qui a été vraisemblablement réanimé là avec les rassemblements, enfin les jeunes du Rassemblement national. Et ces deux personnes, Axel Lousteau et Olivier Duguet, étaient présents à cette manifestation de l'ultra-droite à Paris. Étonnamment, on interdit les casseroles à Paris, mais on n'interdit pas l'ultra-droite à l'ultra-droite de défiler, hein, il faut quand même le dire. Donc il y a quand même des choses un peu surprenantes. Devant la bronca nationale, évidemment, le président a sollicité de son ministre de l'Intérieur qu'il interdise toutes les manifestations de l'extrême droite. Mais enfin, je redis aux Martiniquais, l'extrême droite, c'est pas des gentils. Voilà, c'est ça. C'est des gens qui tapent, qui frappent, qui sont racistes et qui l'affirment tranquillement dans la rue. Ce sont des nazis. Très bien, donc, Michel. Voilà. Michel. Oui, bon, mais tu as dit que tu les as affrontés, moi aussi. Moi, en mai 68, nous étions un certain nombre de gens à la jeunesse communiste et on a affronté le GUD, bon, et qui a été dissous et qui s'est recréé sous d'autres appellations. Ce que tu viens d'indiquer tout à l'heure. Bon, mais en réalité, le problème, c'est qu'il y a une espèce de complaisance de la part du ministre de l'Intérieur Darmanin à l'égard de l'ultra-droite. Alors, mais au-delà de ça, c'est ce qui se passe là, en France, ça se passe aussi en Allemagne, ça se passe dans beaucoup de pays européens. Autrement dit, il y a En Italie, en Hongrie, en Autriche. il y a une renaissance de l'extrême droite. Je ne parle même pas de l'Ukraine. Bon. Ok. Très bien, très bien. La Martinique. Guy Albert, j'ai l'impression même que c'est une instrumentalisation de cette extrême droite-là par le ministre. Je ne serai pas jusque-là. Moi, je vais dire simplement que c'est une manifestation qui a été autorisée. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas venus comme ça dans la rue. Le préfet de Paris a bien autorisé, soi-disant, ça s'était bien passé des fois. Oui, le préfet de police. Oui, c'est ça. C'est autorisé. C'était pas... Ils ont demandé le droit de faire ça. La première ministre veut clore le sujet. Elle dit qu'il faut clore le sujet.
Moi, je dis qu'il faut clore carrément l'extrême droite. Ça veut dire qu'à un moment, il va falloir que dans notre démocratie, qu'on arrête de croire que l'extrême droite soit un élément avec lequel on peut discuter. Je crois qu'il ne faut pas banaliser ça. On est dans du néo-nazisme. L'extrême droite est l'expression du nazisme contemporain d'aujourd'hui. Ça veut dire que peu importe comment il s'appelle, appelez-le le rassemblement, je sais même comment il s'appelle, le rassemblement national, peu importe le nom qu'on donnera à l'extrême droite, il s'agit de mouvements nazis, populistes, dangereux, et c'est même pire qu'une secte. Je crois qu'à un moment, il faut arrêter le débat démocratique avec l'extrême droite et il faut passer à autre chose une fois pour toutes. Philippe, le mot de la fin? Oui, alors j'ai lu moi le communiqué, n'est-ce pas, officiel. En France, une manifestation ne peut être interdite qu'en cas de risque avéré de trouble à l'ordre public. En janvier dernier, l'arrêté interdisant une manifestation de l'ultra-droite à Paris avait été suspendu par le tribunal administratif. Voilà le communiqué officiel. Mais il faut considérer que l'extrême droite, effectivement, c'est l'extrême droite et il ne faut pas, surtout pas, banaliser ce type de mouvement. C'est extrêmement grave. Voilà ce que je peux dire. Et d'ailleurs, son secrétaire là, du PS, il avait... Le premier secrétaire national. Ton premier... Ah, excusez-moi, oh là là. Non. Sous la cagoule ou sous le masque de la responsabilité, l'extrême droite reste l'extrême droite en France. Absolument, Béatrice. Et de rajouter, parce que Philippe en a parlé, alors justement, le jeu là qui a été donné, c'est de dire, Darmanin a dit au préfet, vous interdisez toutes les manifestations de l'extrême droite et de l'ultra-droite, le charge, juge, oui. enfin, à charge pour les juridictions judiciaires compétentes de disposer de l'annulation ou pas. De sanctionner, oui, d'accord. De sanctionner. Voilà. Très bien, d'accord. Et bien sûr, ces bons mots, nous vous remercions, nous remettons l'antenne. Manuela, merci. Grégory, merci à la réalisation. Nous vous souhaitons une excellente soirée et nous vous disons donc à la semaine prochaine pour de nouveaux thèmes sur Zouk Télévision et dans votre émission Le Kiosque. Bonne soirée à tous et bon week-end. À bientôt. Merci. Merci.